Hein. C'est un petit côté Big Ben, donc c'est sympa. Vous êtes à Londres, c'est ça? Il est 9h, donc ça va. Il faut juste que ça sonne au bon moment. D'accord. C'est chez moi, ça. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Donc, je suis Vanessa Mathieu. Je suis directrice du conseil chez CDB, qui est expert en aménagement d'espaces de travail. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Et pour commencer, je passe la parole à Rémi Mangin, qui est président fondateur de CDB, qui souhaitait vous dire quelques mots en introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints autour de cette question. Pourquoi allons-nous au bureau? C'est une question à large spectre, à multiples facettes, économiques bien sûr, mais aussi sociales et sociétales, avec des incidences psychiques et psychologiques réelles. Nous sommes experts de l'aménagement d'espaces de travail et c'est la question centrale de chacun de nos projets. Pourtant, avec la spectaculaire, autant qu'inattendue généralisation du travail à distance, même forcée, il était incontournable de réinterroger cette question largement avec vous et avec l'acuité du regard de nos invités, la pertinence de leurs propos, je les flatte. Et je vous remercie, messieurs, pour votre présence et votre engagement. J'en profite pour vous annoncer que nous avons mis par écrit avec Michel Tchouch nos réflexions depuis 30 ans sur ce sujet dans un ouvrage qui sera publié fin mai chez Roll, avec l'aide de nos équipes de CDB, Vanessa Mathieu ici présente, mais Pascal Ricci, Cyril Adji-Thomas, et la complicité de Clara Tomassini et de David Autissier, que je vous remercie, et comme je remercie également les 6 clients qui ont participé à ce livre témoignage. Voilà, je vous remercie. Bonne conférence et échangeons. Le temps n'est pas si simple. Merci. Donc, merci Rémi pour ces quelques mots. Pour introduire la thématique d'aujourd'hui, en fait, nous nous posons tous en fait la question à la veille du retour physique au bureau et à l'issue de la crise sanitaire actuelle, de ce qui motive réellement en fait nos collaborateurs à se retrouver dans un même lieu, ce lieu qu'on appelle bureau. Chez CDB, nous avons répondu pour nous, en fait, en tant qu'utilisateurs à cette question, et finalement, nous pensons que venir au bureau, c'est avant tout pour créer du lien et se retrouver. C'est également partager nos valeurs et notre culture d'entreprise. C'est aussi organiser des temps collectifs et de collaboration. Et en finalité, c'est pour un mieux vivre ensemble en tant que collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat pour que nous puissions y répondre du mieux possible pendant ce live qui durera 1 heure. Nous sommes également curieux de recueillir votre avis par un petit sondage que nous allons lancer, où on voudrait comprendre finalement que symbolise pour vous le lieu de travail demain en 4 propositions. Donc, on vous remercie de vous prêter à cet exercice. Bon, il est grand temps maintenant de poser le débat avec nos 3 intervenants qui ont eu, comme l'a dit Rémi, la gentillesse de nous partager leur vision et leur retour d'expérience. Merci donc à David Autissier, directeur de la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle à l'ESSEC Business School. Merci Philippe Amiotte, directeur immobilier et environnement de travail chez Danone. Et merci Marc-Antoine Lucchini, responsable de la zone internationale chez Sanofi. Donc, pour commencer et ouvrir cette discussion, j'ai une première question à Marc-Antoine Lucchini. Donc, Marc-Antoine, en préparation de ce webinaire, j'ai cru comprendre que pour vous, le bureau doit créer une dynamique et devenir un attracteur de l'engagement. Ainsi, chez Sanofi, comment en fait vous arrivez à maintenir cette culture d'entreprise? Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci à Michel Tchouch et à Rémi Mangin pour l'invitation à ce forum et aussi à notre modératrice pour me donner la parole en premier car je suis loin d'être un expert comme les autres panélistes, mais je me définirais d'abord comme un utilisateur et un responsable d'une unité commerciale avec des équipes qui sont disséminées sur 70 pays et donc qui est forcément mobilisé sur ce sujet du retour au bureau, qui, comme vous le disiez, va de pair avec l'attractivité et la culture d'entreprise.
Alors pour Sanofi, l'enjeu est colossal, hein, puisque on parle dans le monde de 160 sites tertiaires sur 90 pays. Nous avons autant de sites de recherche et de développement et industriel en plus, mais sur ces sites tertiaires, 35 font plus de 5 000 m². Ça en fait comprend plus de 35 000 résidents, dont 20 000 sont déjà dans des notions de flex office ou d'open space. Alors Sanofi en France avait déjà adopté depuis plusieurs années le système d'espace dynamique. Par exemple, nous avons un site à Gentilly avec plus de 3 000 personnes depuis 2015 sous ce mode. Et on avait déjà instauré depuis plusieurs années 2 jours de télétravail pour nos collaborateurs en France. Mais ces 2 jours étaient utilisés par certaines catégories, plutôt les experts, ou en raison de contraintes de déplacement. Donc le passage pendant la crise en plein télétravail s'est fait assez naturellement, avec bien sûr ses avantages que nous connaissons tous, sa valeur sociale, gain de temps, flexibilité, sa valeur organisationnelle, bien sûr, en favorisant, en développant le management par objectif. Et ceci a apporté forcément une certaine valeur. Hein. Mais depuis la crise Covid, personnellement, l'activité de mes équipes est principalement via une plateforme type Zoom, avec, je crois, comme un certain nombre d'entre nous, 10, 12, 14 Zooms par jour. Et quelques retours au bureau, franchement, ont été peu inspirants, car du fait de la présence limitée des collaborateurs sur site, je me suis retrouvé à faire la même activité que chez moi, depuis une salle de réunion. Bien sûr, cela est dû au confinement, mais ça pose des vraies questions sur la gestion du bureau après crise. Alors, les manques dans le contexte actuel, ils sont évidents et on les ressent tous. Nous souffrons d'un manque de discussions informelles, mais au-delà des aspects purement sociaux, je pense qu'il y a toute une série d'échanges sur l'entreprise, sur les aspects soft, comme par exemple le moral de l'équipe, gérer les attentes, les incompréhensions sur certaines décisions de la société. Bref, une partie importante de la vie de l'entreprise qu'il est difficile d'organiser ou de répéter sur des plateformes type Zoom. Et puis, il y a une réalité qu'il va falloir intégrer désormais. La situation actuelle a modifié le rapport entre l'entreprise et l'individu, avec une pensée qui risque d'être dominante de nos collaborateurs, qui sera « je viens au bureau si cela m'apporte quelque chose ». Alors, nous pensons que dans notre entreprise, la réflexion du retour au bureau va aller de pair avec une évolution dans la culture de l'entreprise. Peut-être une entreprise pharmaceutique est peut-être spécifique dans le sens, et ceci aussi est démultiplié par l'effet multinational, parce que par le principe de son activité, l'obsession de la qualité, du respect des procédures, sont des notions qui sont culturellement importantes, en particulier pour les équipes scientifiques et industrielles, mais ça a une influence aussi sur les autres fonctions, en particulier ceux qui travaillent dans les bureaux. Nos cycles sont longs, ce qui tend à développer dans les sièges une forme d'extrême prudence, de recherche de la perfection, et hélas, souvent une forme de conservatisme. Et nous savons que l'environnement change, que les cycles d'innovation vont s'accélérer, et que nous l'avons vu dans les récents exemples des vaccins, par exemple. Et donc les talents, et en particulier les nouvelles générations, vont avoir d'autres attentes. Donc nous considérons que ces changements sont une opportunité pour faire évoluer la culture en une culture plus hybride, pour trouver un meilleur équilibre entre le travail au bureau et en dehors du bureau. Et je ne parle pas forcément ici uniquement du télétravail, mais en particulier avec la connexion avec le monde externe et pas seulement de l'univers pharmaceutique. Donc c'est une occasion pour nous de développer un modèle de bureau qui sera organisé sur les différentes activités et flexible en fonction de celles-ci, avec des archétypes de rôles dans l'entreprise, des fonctions expertes, des fonctions commerciales qui sont beaucoup plus nomades, d'autres fonctions qui ont des rôles d'animation et de relais dont les besoins sont différents. Donc, il y a un certain nombre de points que j'aimerais souligner peut-être sur les besoins critiques qui sont pour moi fondamentaux. D'abord, il est évident qu'il faudra renforcer les solutions digitales au bureau pour renforcer collaboration, communication et assurer un haut niveau d'engagement avec des outils conviviaux, très intuitifs, qui vont permettre d'une certaine façon de vivre une expérience augmentée du bureau qui va intégrer tous les éléments du quotidien. Alors, tout ce qui va être, bien sûr, gestion quotidienne du bureau, gestion des visiteurs, réservation, la nourriture, tout ce qui va aussi, bien sûr, être les nouvelles contraintes dans le contexte sanitaire et dans le contexte de sécurité. Donc, finalement, on sera connecté au bureau avec nos fournisseurs pour une meilleure expérience des collaborateurs. La deuxième chose aussi, dans cette réflexion du changement du mode de fonctionnement de la culture, c'est adapter l'espace pour favoriser et multiplier les méthodes plus collaboratrices, c'est-à-dire un travail ouvert, plus agile, plus innovant. On a tous notre jargon, souvent anglo-saxon, pour définir ces méthodes, design thinking,
les scrums, les squads. Mais je pense que c'est important que l'environnement puisse refléter aussi ce mode de fonctionnement et nous donne les outils et la façon de fonctionner. Ensuite, bien sûr, il y a favoriser le management par influence, c'est-à-dire comment nous pouvons remplacer le management hiérarchique, passant du contrôle à la délégation et mesurer l'impact et non pas les tâches. Et le dernier point, qui à mon avis peut-être le plus critique, c'est le renforcement du sentiment d'appartenance. Pour ma part, ça n'a fait plus de sens d'aller au travail uniquement pour des réunions de travail opérationnelles, en particulier si certains collaborateurs sont sur site et d'autres connectés, et nous connaissons tous les limites de ces réunions. Donc les questions seront plus comment assurer la transmission du savoir, organiser des événements qui vont contribuer à la création d'une entité commune. Donc le retour au bureau doit devenir une sorte de regroupement pour un camp de base dans lequel l'échange et l'emphase sur la confiance seront primordiaux. Et donc finalement, renforcer une identité partagée qui unira les membres d'un collectif avec le bureau qui favorise l'appartenance et qui va matérialiser finalement la passion commune. En particulier en pharma, dont finalement la raison d'être est essentielle à l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire changer la vie des patients qui souffrent de pathologies, ou dans le cas des vaccins, les éviter. Nous avons aussi des réflexions sur la proximité des centres de recherche et des sites industriels pour essayer d'éviter ce clivage souvent entre les bureaux, finalement entre la création et la production. Et sera bien sûr difficile dans le cas de la pharma en raison des contraintes de qualité, mais on réfléchit aussi à le faire de façon virtuelle. Donc en bref, on pense que le retour au bureau va devoir donner du sens et va devenir un élément fédérateur dans l'entreprise et bien sûr prendre en compte les activités qui s'y mènent et les motivations qui animent les employés. Donc en conclusion, interagir avec les collègues et collaborateurs dans un lieu qui sera attractif et immersif et stimuler la cohésion en regroupant les personnes au sein d'espaces multi-usages qui vont s'inscrire dans un écosystème d'espace. Donc voilà les quelques réflexions que nous avons au sein de notre groupe et je vous remercie pour votre attention et je serai ravi bien sûr de répondre à des questions. Merci beaucoup Marc-Antoine. Je regarde s'il y a des premières questions en live qui arrivent. Donc, je propose qu'on continue et puis on rebouclera quand voilà dans la dernière demi-heure sur des questions croisées. Je pense que c'est peut-être du coup intéressant d'avoir la vision un petit peu de chacun. Donc je passe la parole à Philippe Amiotte que nous connaissons bien car nous avons récemment aménagé le nouveau siège social de Danone à Rueil-Malmaison. Philippe, vous souhaitiez vous exprimer sur une question qui vous tient à cœur. Comment finalement l'entreprise doit s'adapter face aux défis du bureau de demain et surtout comment s'y préparer? Oui, bonjour à tous. Alors en fait, c'est vous qui souhaitiez que je m'exprime sur cette question. C'est vrai. Ceci étant, Marc-Antoine a déjà tout dit. Ça ne va pas être facile de prendre la parole après Marc-Antoine. Je voudrais tempérer. Alors, je vais raconter modestement la vision qui est la nôtre chez Danone. Groupe dans lequel j'ai l'honneur d'animer l'immobilier et l'environnement de travail depuis bientôt 23 ans. Je voudrais tempérer un peu les propos d'introduction. Retour au bureau ou retour sur lieu de travail. Je voudrais préciser juste deux trucs puisqu'on a quelques minutes. La première chose, c'est qu'on a tendance à avoir un tropisme sur les bureaux, un tropisme francilien en plus. Je rappelle qu'on est, nous, en tout cas, un groupe industriel. Alors je sais que la France a perdu son industrie, que le nombre d'emplois dans l'industrie a été divisé par 2 sur les 25 dernières années. Mais je rappelle aussi que dans l'agroalimentaire, on a continué à fonctionner, ce qui vous a permis de continuer à boire de la padoie ou à déguster les 2H ou Michel Augustin, peu importe, chez nous. Et un des défis du groupe Danone, mais pas que du groupe Danone, c'est d'arriver à faire bosser les gens en entreprise, en usine, les gens en entrepôt, ce qu'on appelle la supply chain, tout en effectivement minimisant les allers-retours au bureau. C'est pas le sujet du séminaire ou du webinaire d'aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet pour les DRH. Je vais pas vous refaire du Émile Zola, le clivage col blanc, col bleu, mais en l'occurrence, c'est un sujet d'arriver à ne pas cliver en entreprise entre les cols blancs et les cols bleus. Le deuxième sujet, c'est qui consiste à tempérer le propos. J'entends retour au bureau. Et j'ai lu, comme vous, j'ai entendu que certaines personnes dans certaines entreprises, voire certaines entreprises dans leur entièreté, n'avaient pas remis les pieds au bureau depuis 1 an. Bon.
Je ne sais même pas comment c'est possible. La difficulté que nous avons eue justement, sans transgresser les directives de nos deux ministres du Travail successifs, post-16 mars 2020, c'était de faire revenir les gens au bureau dans un cadre extrêmement rigoureux. Une des difficultés d'ailleurs de mes équipes, Manuel Martins, qui est avec nous, je crois, aujourd'hui, et d'autres personnes dans nos équipes, a été justement d'adapter les bureaux dans un contexte extrêmement anxiogène. Je rappelle quand même qu'il y a un an, on n'avait pas le droit de toucher les poignées de porte, bon, ni les boutons d'ascenseur. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'une des difficultés qu'on a gérées, c'est de faire revenir les gens au bureau dès que c'était un temps soit un peu possible, c'est-à-dire dès mi-avril 2020, avec parcimonie, dans un cadre parfaitement sous contrôle et en respectant les distanciations sociales, les gestes barrières, etc. Ce que je voulais juste te dire, c'est qu'il n'y a pas tout d'un coup, potentiellement, lundi 3 mai 2021, un retour massif au bureau, si tant est que nos législateurs le permettent. On a l'opportunité de revoir le dosage, de remettre le curseur vers un retour un peu plus dynamique. Mais en fait, on ne s'est jamais totalement déconnecté du bureau. Ça m'aurait embêté d'ailleurs de payer des loyers pour les sites dont nous sommes locataires avec des locaux absolument vides. On a toujours, avec les dirigeants chez nous, et notamment les RH, tenu à ce qu'on garde du lien, à ce qu'on garde de la communication transverse, informelle, autour des machines à café, même si elles sont moins utilisées qu'avant le 16 mars 2020. Bon, une fois que j'ai tempéré là-dessus, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas nier le fait que toutes ces histoires ont induit une complexité supplémentaire à nos métiers. J'ai envie de vous dire, c'est pas fini, hein. C'est pas tout à fait fini. Et le retour au bureau peut évoluer, mais peut aussi soudainement involuer à nouveau dans, que sais-je, les prochains mois. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis un an, en fait? Et on revient quand même à la population au bureau. Il se passe potentiellement qu'il y a eu un télétravail subi, soudain, imposé, et que ce télétravail a plus ou moins été bien vécu. Je pense, sous couvert de David, par exemple, qui a plein d'études là-dessus, qui en a peut-être lu plus que moi, je pense qu'on peut résumer quand même tout ce qu'on a lu, toutes les études qu'on a compilées ces derniers mois, de la manière suivante. Je pense qu'un tiers de la population éligible au télétravail l'a très bien vécu. Elle a des conditions matérielles, ergonomiques, à la maison ou dans l'appartement, ou ailleurs d'ailleurs, qui font que c'est viable, que c'est même source d'épanouissement, source d'autonomie accrue, source d'organisation plutôt flexible, avec un F majuscule. Et du coup, ce tiers-là l'a très bien vécu, il n'a rien demandé, et ce tiers-là ne reviendra pas au bureau. En tout cas, pas spontanément. Surtout si, on va prendre l'Île-de-France, on a 1h30 de transport deux fois dans la journée. Ça va pas être possible, ils vont pas revenir au bureau spontanément. Il va falloir leur demander éventuellement de revenir dans un cadre justement qui reste à définir. Il y a un deuxième tiers qui est neutre, qui s'adapte à tout, et j'estime en faire partie d'ailleurs, et on fera ce qu'il faut pour gérer ce deuxième tiers. Il y a le troisième tiers qui n'en peut plus du télétravail, qui n'a pas les conditions matérielles, ergonomiques, familiales pour s'épanouir dans le télétravail, et qui n'en peut plus, et qui veut revenir au bureau. Mais attention, distanciation sociale, attention, mesures sanitaires. Attention, ça n'est pas si simple. Attention, on a peut-être réduit les surfaces entre-temps, ou on va les réduire. Donc, tu ne pourras pas revenir au bureau comme avant. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'homogénéiser ces trois populations. Ma caricature de un tiers est sans doute un peu caricature, enfin, je force le trait, hein, si vous voulez, mais je pense que ça va ressembler à ça. Donc, notre défi, ça va être d'homogénéiser ces trois populations, ceux qui ont hâte de revenir au bureau, qui reviendraient tous les jours et qui paieraient pour venir, ceux qui n'ont pas envie de revenir du tout, mais à qui on va demander quand même de revenir pour revoir les collègues. Je pense que si on revient à mes trois tiers, il va falloir d'abord s'occuper de ce troisième tiers qui n'en peut plus de revenir au bureau, mais néanmoins, on ne pourra pas forcément l'accueillir au bureau comme avant. On ne voudra pas, ou on ne pourra pas, parce que je vous rappelle que les mesures de distanciation sociale sont toujours en vigueur, à ce que je sache. Donc, sans présager de l'avenir, ce sur quoi je travaille, et modestement, je vous raconte ce qu'on est en train de faire chez Danone, même si aujourd'hui, je ne suis que dans une logique de conviction, il faut arriver à la traduire, évidemment, en logique de responsabilisation
et en logique d'effet de masse, toujours ancré, c'est apporter de la sociabilisation en bas de chez soi. Apporter un lieu de travail adapté à la concentration et avec un minimum d'équipement technique sans obliger les gens à revenir dans le flot des transports. Donc, trouver un lieu de travail qui soit en mobilité douce à 10 minutes de chez soi, à 300 mètres de chez soi, et qui soit quelque part un lieu qui favorise la transition du retour au bureau et qui favorise cette création de barrières mentales. Je vous rappelle que depuis 1 an, ceux qui ont du mal à bosser à la maison, c'est parce que, dont je fais partie parfois, c'est parce qu'on n'a plus de barrière physique. On n'a plus de barrière physique entre le lieu de vie et le lieu de travail. Et si on n'a plus de barrière physique, c'est compliqué de créer une barrière mentale de manière spatio-temporelle. Et dans spatio-temporel, il y a aussi temporel, c'est-à-dire l'horloge n'est plus la même. Alors, ça tombe bien, depuis quelques années, il y a une offre dans ce domaine qui s'appelle les tiers-lieux. Il y a 20 ans, il y avait Régus ou Rius. Depuis 20 ans, il y a une offre pléthorique, très complète, très complémentaire, en termes de taille, en termes de maillage géographique, en termes d'ambiance, en termes de tarification aussi, enfin dans tous les domaines. C'est passionnant d'ailleurs. Moi, je travaille depuis le mois d'octobre 2020 là-dessus avec une partie de mon équipe, avec un conseil externe. Et on se rend compte combien cette offre est riche. Et on ne va pas tarder, dès l'automne, à lancer une période de test. Je l'ai dit, je suis en forme de logique de conviction. Une fois que Philippe Amiotte est convaincu que ça va marcher, je veux dire, je peux aussi complètement être à côté de la plaque. Et l'idée, c'est d'offrir une période de test à un certain nombre de salariés. On va raisonner dans un premier temps par plaque géographique, en leur offrant des tiers-lieux, avec évidemment un workflow de facturation, un workflow d'accès qui soit organisé pour que ça ne devienne pas du tout chronophage et improductif. On va l'encadrer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui piaffent d'impatience, il y en a d'autres qui vont dire c'est quoi ce travail. Donc, on va essayer de promouvoir ce sujet-là avec un encadrement personnalisé à raison de, que sais-je, 2 jours par semaine, en complément de 1 ou 2 jours par semaine en télétravail pour ceux qui n'ont rien demandé et qui ont envie d'y aller, et en complément du retour au bureau. C'est un peu le thème de votre webinaire, qui est inéluctable, mais qui n'est pas attendu par tout le monde et qu'il faudra sans doute organiser de manière équilibrée. Voilà. Donc, on travaille sur ce sujet-là parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire comme si c'était rien passé. On ne peut pas dire le télétravail va s'arrêter demain, tout le monde revient au bureau. Ça n'est plus possible. En tout cas, les conditions de travail vont évoluer. On va devoir s'adapter. Alors moi, je peux vous parler pendant des heures de nos bureaux. Et effectivement, Vanessa, vous l'avez dit, on vient d'équiper 25 000 m² avec CDNB. Comme je travaille depuis 20 ans sur des layouts dans le monde entier. Et évidemment qu'on va adapter nos bureaux. Ça, c'est un autre levier. Évidemment que ce fameux 30-70, pour les initiés, 30% d'espace dit collaboratif versus 70% d'espace dit individuel, dit résidentiel. C'est une logique sur laquelle on travaille depuis 10 ans avec mes équipes. Évidemment que le barycentre va évoluer aussi dans nos bureaux. Évidemment qu'on va sans doute inverser la tendance et qu'on va passer à un 70-30, 70 d'espace collaboratif, transverse, dit dynamique, pour 30% d'espace à concentration avec soi-même, espace plutôt individuel, qu'on retrouve du coup chez soi. Après ce 70-30, il faut le travailler avec beaucoup de soin parce que je rappelle que les espaces collaboratifs sont plus consommateurs de surface, ramenés au siège, ramenés à la position assise, à la position debout aussi. Ils sont beaucoup plus consommateurs de surface. Ils sont même plus chers à équiper parce qu'on n'équipe pas de la même manière un espace dit dynamique versus un espace dit résidentiel. Mais évidemment, non seulement on va sans doute réduire la surface de nos bureaux, mais on va sans doute devoir repenser ce que effleurait un peu Marc-Antoine. Mais je pense que, et je finirai là-dessus peut-être sur cette première intervention. Il y a une question justement qui me paraît intéressante. Sur les tiers-lieux, justement, c'est quelqu'un pose la question si en fait le projet justement des tiers-lieux pourrait finalement être un projet multi-entreprise, hein. C'est-à-dire que mutualiser finalement
des tiers-lieux où on vient faire vivre des collaborateurs de plusieurs entreprises dans un même lieu pour peut-être créer des synergies. Donc, c'était une des questions qui me paraît intéressante. C'est une très bonne question. Je finis juste, Vanessa, mon propos. J'étais en train de dire que nos histoires de Barry 70, 30, 30, 70 sont liées à cette histoire d'équipement et de réflexion spatio-temporelle, sont liées aussi et surtout à des sujets d'organisation. Alors, en plus, chez Danone en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité de Danone depuis le 23 novembre 2020, on est un petit peu exposé, avec en plus des sujets de gouvernance. Mais ces sujets d'organisation se font sur un cycle moyen terme. Et donc, il est urgent. J'ai lu des choses pas possibles. Dès le 6 mai 2020, un grand groupe du CAC a dit on met tout le monde en télétravail, one shot. Bon, si vous voulez, mais il est urgent, si on commence à effleurer les sujets d'organisation qui vont rejaillir sur les sujets d'aménagement des plateaux de travail, il est urgent de gérer ça sur un cycle moyen terme, de prendre son temps et de ne pas réduire les surfaces drastiquement avec juste une équation algébrique à 2 balles qui me paraît réductrice de la vraie problématique qui va se présenter à nous dans les mois qui viennent. Et Marc-Antoine l'a effleuré aussi. On est sur des sujets d'orga. De ces sujets d'orga vont découler aussi nos sujets d'adaptation des locaux. Bon, je t'ai coupé dans mon élan. Alors, pour revenir à la question, qui est une très bonne question, effectivement, quand j'ai évoqué le sujet des tiers-lieux, le premier mot que j'ai employé, je crois, c'est sociabilisation. Donc, dans les tiers-lieux, ce qu'on va chercher avec un cahier des charges très fin, qui tient sur 2 pages, et qui inclut la restauration, les horaires, le traitement d'air et autres, on va chercher aussi une flexibilité à des bureaux individuels et des espaces customisés pour Danone. Alors, chez Danone, on appelle ça les Danoneurs, et je vais aller chercher chez un coworker, potentiellement un espace où je peux réunir 5, 10 Danoneurs qui, comme par hasard, ne sont pas forcément sur les mêmes sujets ou les mêmes projets, mais qui habitent peu ou prou dans le même quartier. Voilà, ça permet de trouver des lieux de rencontre en domiciliation plutôt intéressante par rapport au temps de transport, sans retourner au bureau, où les Danoneurs peuvent se retrouver. Et quand je parle de socialisation et quand je parle de coworking, on est d'accord qu'il n'y a pas de barbelés dans les sites qu'on a tous en tête. Je ne cite pas d'enseignes, mais on a présélectionné 8 enseignes. Et il n'y a pas de barbelés, et il y a même des machines à café qui sont à peu près mutualisées pour l'ensemble des populations de ces plateaux de travail ou de ces immeubles. Et évidemment que sous couvert de la confidentialité, qui est une des hantises de nos RH, on va et on veut favoriser, parce qu'on revient à ce tiers de la population qui n'en peut plus de travailler chez soi. Une des raisons, c'est l'isolement. Une fois que j'ai parlé des conditions matérielles, il y a aussi l'isolement physiologique, psychologique, physique, mental. Et cet isolement sera gobé en partie par cette histoire de coworkers et de lieux de coworking qui, par essence, sont là pour retrouver de la dynamique et affranchir les barrières. Et évidemment qu'il y aura une mutualisation avec d'autres entreprises qui réfléchissent peut-être au même sujet que nous. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans, il y a des gens qui ont inventé le ticket bureau, le ticket restaurant, je viens de faire un lapsus, le ticket restaurant, avec certains, on commence à réfléchir aujourd'hui au ticket bureau. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Et le ticket bureau va foisonner, évidemment, et provoquer de la rencontre. Or, et c'est d'ailleurs une des vertus, en dehors voilà, c'est une bonne offre hybride entre l'isolement à la maison, on est isolé à la maison quand on est en télétravail, qu'on le veuille ou non, ou si on n'est pas très isolé, c'est justement qu'on a un problème pour partager la table à repasser avec les devoirs des enfants. Enfin, il y a plein de caricatures là-dessus. Et donc c'est une offre hybride entre l'isolement à la maison et le retour, j'allais dire en consanguinité, au sein de l'entreprise, la sacro-sainte entreprise qu'on adore tous. Et donc ça peut créer de la sociabilisation inter-entreprise, intergénérationnelle aussi. Voilà, c'est un peu le sens de la question, j'imagine. Exactement, mais du coup, pour conclure, je pense qu'en fait, ce qu'on retient en fait de ces tiers-lieux, c'est qu'aujourd'hui, ça demande une nouvelle règle de vie de ces coworking, puisque justement, il y a l'idée que ces coworking deviennent créer une affiliation à son entreprise, et également comment on gère la confidentialité si on considère qu'un tiers des personnes peuvent pratiquer ces espaces. Donc, on n'aura pas forcément les réponses aujourd'hui, mais je pense que ça demande aussi à travailler sur ces sujets. Exactement, Vanessa. Et c'est pour ça que je prends mon temps là aussi. C'est pour ça que ça fait 6 mois que je suis sur le sujet. C'est pour cela que j'ai fait adhérer
quelqu'un de la RH chez nous et au passage quelqu'un de la finance aussi, parce que ça va pas être gratuit. Je peux en parler pendant des heures après en petit comité s'il y a des questions, mais après 10h00 plus tard, dans les jours prochains ou les semaines prochaines, parce que je me suis entouré entre guillemets d'un conseil externe que je connais pas, que j'ai pas pris au hasard, hein, que je connais juste depuis une vingtaine d'années, pour m'aider à mettre en œuvre tout ça, à l'encadrer de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes ces questions, y compris celles que vous venez de poser, Vanessa. Ça se prépare. On ne va pas le faire massivement le lundi 3 mai 2021 parce qu'on aurait le droit de le faire. C'est juste pas si simple. D'accord. Bah, écoutez, merci Philippe pour ce regard et votre retour d'expérience. Pour poursuivre donc les échanges, voilà, on a également, bon, ça fait une bonne transition à ce que vous venez de dire, on a une question finalement qui nous anime un peu tous, c'est comment faire en sorte que mes collaborateurs aient envie de revenir au bureau pour le fameux tiers qui vivent bien la période, qui vivent bien le télétravail. Donc, je passe la parole à David Autissier pour nous éclairer sur ce sujet de refaire venir les gens au bureau. Merci Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être dire revenir ou venir. Alors, je joue un peu sur les mots, hein, donc, parce qu'il y a un côté effectivement Covid, confinement, il faut faire revenir, etc. Je reviendrai sur le revenir, mais je veux dire déjà le venir. Déjà, je remercie Rémi Mangin et Michel Ciucci donc d'avoir, et CDB, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on réfléchit sur comment le lieu physique est un levier de transformation dans les organisations. Donc, donc bien sûr, on a l'actualité depuis maintenant 1 an du Covid, du confinement, etc. Mais ce que je veux dire, et je pense que l'équipe CDB ne va pas me démentir, c'est-à-dire que c'est une réflexion que vous avez entamée, et d'ailleurs avec un certain nombre de personnes présentes ici depuis longtemps. Le lieu est quand même un élément très structurant quand même dans un collectif. Tout à l'heure, Marc-Antoine a mentionné l'importance dans une entreprise de R&D. J'ai l'image d'Edison. Edison, il avait mis le labo au milieu de l'usine. Et il avait dit, je veux que tous les ingénieurs qui sont dans le labo traversent l'usine le matin et je veux que tous les ouvriers voient le labo. Et donc, on voit bien qu'on avait comment le lieu influence l'organisation du travail, le fonctionnement du travail et la relation identitaire au collectif. Je ne sais pas si certains ont déjà visité c'est le familistère de Guise, à Guise, sur la famille Godin, comment la famille Godin avait organisé le lieu avec, dirais-je, une philosophie à la Proudhon, parce que c'était qu'une philosophie sociale, mais comment le lieu incarnait ce qu'on va appeler aujourd'hui la raison d'être d'une organisation, ce qu'on va appeler la mission, on l'appelle comme on veut. Donc, on voit bien comment, et donc, il y a des gens qui ont pensé depuis longtemps, et je pense qu'il y avait beaucoup de travaux sur le sujet. Il y a aussi tout le courant aujourd'hui, tout le courant des nudges qui a joué sur ça. Comment le lieu influence des comportements. On a tous vécu ça. Philippe mentionnait tout à l'heure de dire 30-70. Alors effectivement, on se pose beaucoup ces questions du 30-70 aujourd'hui. Mais on sait très bien que si vous mettez un espace collaboratif, vous mettez une table rectangulaire ou une table ronde, l'échange n'est pas le même. Je veux dire, ça, c'est du nudge tout simple. Et comment on fait les parcours. Il y a plein de travaux qui avaient été faits sur combien faut-il de plateaux. Moi, j'avais été, je ne sais pas, peut-être certains j'ai vu qu'il y avait des personnes des chairs et secs là, que j'ai la chance de diriger. Quand on était allé visiter Facebook aux États-Unis, donc ils avaient une zone de travail, alors qui était une zone de travail individuelle où vous travaillez comme vous voulez, une zone collaborative, une zone que j'appellerais de restauration, de convivialité. Et eux, alors, ils étaient sur 3 zones comme ça. Donc, leur bâtiment était construit en 3 zones comme ça. Et donc sur la terrasse, donc c'était les bâtiments qui étaient reliés les uns aux autres par une terrasse. Et là, il y avait des salles de réunion en plein air. Et il disait, dès qu'on a besoin, on monte. Donc, et j'avais trouvé que tout, et il disait, on a une notion d'horizontale, une notion de verticalité. Et dès qu'on est sur du collectif, sur de l'intelligence, on monte sur ce qu'ils appellent la canopée. Et
Et donc, on voit comment le lieu était en lien avec la philosophie. Donc ça, c'est un premier message que je tends à donner. Et je remercie Rémi Mangin et Michel Ciucci pour effectivement ces réflexions qu'on a eues depuis un certain temps sur le sujet. Crise Covid. Alors effectivement, crise Covid, ça a été dit. On a brisé le plafond de verre du télétravail sur le fond. Alors après, raison gardée. Hein. Raison gardée. N'ayons pas un tropisme francilien d'entreprise tertiaire. Non, mais on a quand même aussi, aujourd'hui, le télétravail, c'est 35%. Donc, alors d'ailleurs, les personnes disent qu'il n'y a pas assez de personnes en télétravail. Alors, plusieurs raisons. Hein. Donc, l'enquête, Philippe a cité tout à l'heure un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est inconfortable. Il y a aussi la problématique de l'éligibilité de l'activité. Nous, on a, dans le cadre de la chaire et donc CDB a participé donc à ces travaux-là. On a fait 3 ouvrages sur je sais qu'il y en a un certain nombre là, qui sont présents à la conférence sur ça. On a travaillé avec des industriels de l'agroalimentaire qui nous disaient, nous, dans les usines, les gens sont obligés de venir travailler. Enfin, je veux dire, il y a des activités qui ne sont pas éligibles. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'attention au tropisme parisien, je veux dire comme ça, tertiaire. Donc aujourd'hui, ça représente un certain nombre. Donc la stat qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, quand je dis on a brisé le plafond de verre, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près entre 6 et 10 millions, ça dépend des études, qui montrent quand même en fonction des périmètres, de gens qui ont fonctionné en télétravail. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ceux qui ont fonctionné en télétravail, pour 80%, disent on veut continuer en mode hybride. Alors ça me paraît intéressant quand même, ce mode hybride. Aujourd'hui, on estime que on veut continuer à avoir du temps en distanciel et avoir du temps aussi en présentiel. Parce que on s'est rendu compte, nous, dans les entreprises qu'on a observées, etc., il y avait la règle des 3 semaines. Quand vous êtes sans voir l'organisation, sans travailler en direct avec l'organisation pendant 3 semaines, vous avez un décrochage qui s'effectue quand même. Un décrochage, alors qui n'est pas massif, hein, on ne voit pas non plus les gens qui quittent pas l'entreprise, mais on est un peu moins dans le collectif, dans les projets, etc. Nous, ce qui nous a amené à dire quelque chose aussi dans nos publications, de dire aujourd'hui, le run, l'activité récurrente, etc., ça fonctionne plutôt bien, dirais-je, en distanciel, pardon. Par contre, le but, c'est un peu plus compliqué. J'avais un échange hier avec une entreprise qui me disait beaucoup de personnes qu'on a intégrées en distanciel pendant la période-là, ce n'est pas complètement satisfaisant. Donc, alors, j'en tire pas de généralité, hein. Je ne vais pas en tirer de généralité, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, compte tenu de ce qui nous est arrivé, de cette crise sanitaire, qui remet en question des modèles, qui remet le modèle du tout présentiel. Ça, c'est clair, ça, il n'y a pas de débat sur le sujet. Aujourd'hui, on va plus vers de l'hybride que… Alors, c'est assez intéressant parce que les discours en septembre dernier étaient de dire on va tous être en télétravail et il y a même eu des personnes qui ont dit ça va être la forme la plus aboutie du travail. Ça a été dit hein, par une personne qui est philosophe. Et donc, ce qu'on a vu sur tous les plateaux de télé. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette posture-là. Donc, parce que c'est le travail, c'est quoi? C'est effectivement un temps, une interaction sociale, une production avec un collectif. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a inventé les lieux par rapport à cela. Alors, les tiers-lieux, moi, j'aime bien. J'ai vu une question pertinente de Karine Dartiguet-Pérou tout à l'heure dans le live feed qui dit qui va prendre en charge ces tiers-lieux? Alors, c'est intéressant. Est-ce que ce sont… Elle avait une remarque pertinente en mentionnant, en disant ça pouvait être des acteurs publics. Alors, moi, je pousse sur ça de dire aujourd'hui, moi, je serai dans les acteurs publics, je pousserai sur ça. Est-ce que ça sera du privé, du public? Après, l'idée, c'est effectivement qu'il y ait une souplesse sur ça. Mais il y a un point quand même intéressant. Aujourd'hui, dans ces tiers-lieux, parce que ces tiers-lieux, il ne faut pas que ce soit du coworking, à mon avis, mais je pense qu'on pourra avoir l'échange avec Philippe, comme on les connaît. Parce que dans une organisation, il y a plusieurs choses. Il faut que le lieu, faut qu'il incarne l'identité de l'entreprise. Il faut que quand on vient, quand on arrive dans ce lieu, on sente l'identité. Il faut qu'il y ait des modes qui nous permettent des modes de fonctionnement en lien avec ce qu'on veut faire. Et donc, et qu'il y ait certains codes quand même par rapport à ça. Moi, je l'ai écrit il y a longtemps, j'ai dit que Château de Versailles, c'est un instrument politique
avant une œuvre architecturale. Donc, ce qui n'empêche pas l'un et l'autre. Hein. Mais globalement, et là se pose la question, et moi je pense que dans ces tiers-lieux, on va plus être en station F qu'en Régus ou autre. Parce que quand je dis station F, je ne fais pas de pub pour la station F, mais dans les espaces, on a beaucoup regardé nous, les espaces de start-up qui disent nous on veut un lieu privé, on en veut un espace privé dans un lieu collectif. J'aime bien cette définition. C'est-à-dire de dire à un moment donné, il faut qu'on ait nos codes à nous. Parce que moi, quand je rentre dans un environnement, si je suis Danone, si je suis Sanofi, j'ai envie de me retrouver avec des codes Danone ou des codes Sanofi. Si je me retrouve dans un coworking classique, je ne suis pas convaincu que ça joue pleinement. Mais c'est à tester. Hein. Donc moi, je suis dans une fonction, dirais-je, d'observation. Donc, le message que je donnais, c'est effectivement là, comment donc, cette crise, l'hybride, et comment organiser l'hybride. Aujourd'hui, on a fait un test, hein, comment organiser l'hybride de manière très concrète, parce que je vois que le temps passe vite. Hein. Avec Jean-Pierre Lecam de la Société Générale, on vient d'écrire un article sur les day-in. Alors, les day-in, hein, donc on prend un mot anglais, ça fait tout de suite mieux. Non, les day-in, c'est les jours de retour. Et pourquoi on a fait ça avec Jean-Pierre Lecam, avec lequel on a écrit pas mal de choses? On s'est aperçu que quand les gens revenaient en présentiel, il y avait parfois une forme de déception. Je dis bien parfois, alors on l'a testé sur quelques personnes, ça n'a aucune valeur de généralité, parce que je sens qu'on va me dire, est-ce que vous avez une stat? Non, je n'ai pas de stat. Et donc on s'est aperçu, et on a interviewé de manière, dirais-je, qualitative et exploratoire quelques personnes, qui nous ont dit, je suis venu, finalement, je n'ai pas trouvé les gens avec lesquels je voulais, en fait, je suis venu, mais il n'y avait presque personne. J'ai fait un peu le tour. Et puis, j'ai fait une réunion en visio où la moitié était en présentiel, la moitié en distanciel, et ce n'était pas top. Donc, on s'est dit, avec Jean-Pierre Lecam, alors, il y a une réflexion sur les temps, ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, hein, et Marc-Antoine également. Aujourd'hui, nous, les modèles qu'on a, c'est comment on organise le temps de travail. Alors que ça soit en tiers-lieu ou pas en tiers-lieu, ça va être une vraie question. On dit, il faut du présentiel collectif et du distanciel, et aussi avec du libre choix. Ce qu'on appelle le présentiel collectif, c'est qu'à un moment donné, toute l'équipe est là. Donc et de dire quels sont nos temps, et là on a tendance à dire c'est plutôt sur des quinzaines que sur des semaines. Mais qu'à un moment donné, alors ça pose la question du périmètre. Ça pose la question du périmètre, c'est-à-dire est-ce que je prends l'équipe, est-ce que je prends le département? On va bien sûr pas avoir toute l'entreprise sur cela. Et donc, on a la question de l'organisation. Hein. Alors, il y a aussi pas mal de remarques là, dans le tweet, là, dans le chat, pardon, sur des questions de management. Comment on va organiser ces temps de présentiel collectif? Moi, j'insiste beaucoup sur ça. Et deuxièmement, quand les gens vont revenir, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire? Et comment on va les accueillir? Parce que c'est assez intéressant. Ils arrivent et ils ont une forme d'attente, de surattente. Je ne suis pas venu pendant 3 semaines, je reviens au bureau et je crois que ça va être comme si j'étais dans un séminaire Château-Forme. Excusez-moi. Donc, je m'attends, etc., à plein de choses. Il y a une surattente parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Donc, c'est comme quand vous n'avez pas vu votre famille pendant longtemps, il y a une surattente. Vous arrivez, vous faites « Ouh !» puis on vous dit ah, « Tiens, tu es là ?» Non, je plaisante. Là, on va… Et donc, pour répondre à ça, nous, ce qu'on a vu, c'est que dans les day-in, là, il y a cela, on voit qu'il y a des temps de team building qui sont intéressants, de remettre du collectif. Donc, il y a alors, on n'est pas obligé d'y passer 2 heures. Hein. Ça peut être… Mais on voit qu'il y a besoin de team building, il y a besoin de faire travailler les gens en production collective. Ça me paraît important. Laisser aussi du temps pour l'échange informel. Parce que nous, on s'est aperçu que dans le distanciel, quand on a observé, hein, il y avait ce qu'on appelle… Alors, il y a 2 choses qu'on a vues. Hein. Il y avait un problème de ce qu'on appelle de solidarité de proximité. Ça veut dire quoi, la solidarité de proximité? Ça veut dire que on va effectivement… Alors, je vois comme une cousinade, oui, c'est exactement ça. Ce qu'on appelle la solidarité de proximité, c'est de dire, vous savez, quand on travaille ensemble, il y a des choses qu'on ne sait pas faire des fois. On se retourne et on dit, tiens, toi, tu fais comment ça? Mais là, on le fait pas. Mais en fait, je me dépêche, Vanessa, de terminer. Non, mais c'est qu'en fait, il y a une question qui croise un peu tout ce que vous avez dit tous les trois, qui est finalement la question finalement qui revient dans ce que vous êtes en train de dire tous les trois, c'est l'enjeu, il est dans la nouvelle organisation du temps de travail, du coup, dans
des temporalités et dans des lieux qui sont du coup différents, qui n'est pas un lieu unique qui est le bureau. Et du coup, derrière tout ça, certains posent la question de la fameuse gestion du coût des sites demain, qui sera pas forcément un site unique, puisqu'on devra prendre en compte le coût peut-être des déplacements de certains collaborateurs qui décideront d'habiter en province pour venir au bureau qu'une fois par mois, de certains enfin voilà, du coup, la question du coût des sites du bureau évolue aussi, puisqu'on n'a plus un bureau unique, mais on a des formes de bureaux avec des formes de mobilité pour accéder à ces nouveaux lieux. Donc, c'est une question qui me semble intéressante aussi sur le modèle économique aussi du bureau en devenir, en fait. C'est pour moi ou c'est pour… Je parlais tout à l'heure les deux choses que nous on a vues quand même, et je vais revenir sur la question là. Il y a les problèmes de solidarité, de proximité. On a vu aussi que le fonctionnement distanciel avait tendance à multiplier les tensions. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'ajustements mutuels. On a tous vécu le côté où on envoie par mail, hein, quand vous écrivez quelque chose, vous savez, il y a des vieux travaux qui disaient un mail, c'est écrit comme une lettre, c'est écrit comme un discours, c'est lu comme une lettre. Si je peux vous dire, bon, arrête de dire des bêtises, à l'oral, ça peut passer. Si vous écrivez ça, et d'un seul coup, il y a plein de micro-tensions qui naissent de cela. Donc, je disais, team building, production collective, des échanges informels et des échanges bilatéraux. Et là, ça pose la question, effectivement, de comment on va organiser les lieux pour permettre ça. Et comment les lieux vont aider cela. Et là, derrière, et moi, aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont dit tout de suite, c'est telle règle, telle chose, etc. Je pense qu'on rentre dans une phase d'expérimentation. Moi, je pense que, aujourd'hui, on me pose des questions en me disant, quel est le modèle? Je veux dire, je constate un certain nombre de choses, j'ai des croyances, des idées sur ce vers quoi il faut aller, mais aujourd'hui, je n'ai pas à sortir un modèle économique, parce que c'est bien, il y a une question par rapport à ça, de dire, comment j'aménage un lieu? Est-ce que j'ai un lieu central? Est-ce que j'ai des tiers-lieux? Et comment se font les liens avec ces tiers-lieux? Et quel est le coût du mètre carré par rapport à cela? Aujourd'hui, moi, je suis curieux de suivre l'expérience de Philippe. Hein. Je l'invite. Alors moi, vous me connaissez, moi j'ai un défaut, c'est d'écrire des livres. Donc, de faire un retour d'expérience significatif, parce que cette idée des tiers-lieux et du coût des tiers-lieux me paraît extrêmement intéressante. Et de l'évaluer aussi financièrement, parce que je crois que c'est la question, Vanessa. Oui, Philippe, du coup, je vous laisse peut-être rebondir. Oui, j'aime beaucoup le mot de David qui est expérimentation. Parce qu'on a tous tendance à vouloir, dans ce genre de cadre notamment, à vouloir homogénéiser, enfin à vouloir généraliser. Mais en fait, et c'est toute la complexité de ce qui nous attend, hein. Enfin de ce qu'on vit déjà depuis un an et de ce qui nous attend. En fait, chacun va devoir repartir from scratch et va devoir adapter adapter la situation d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, à l'aune de différents critères. Chaque entreprise a sa culture, chaque entreprise a son appétence plus ou moins élevée pour le télétravail, d'un point de vue managérial et d'un point de vue des salariés. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée pour l'instant, du coup on fera court, mais en France notamment, on a les IRP à gérer. Les IRP font partie intégrante de la réflexion, ce qu'on appelle pudiquement donc les instances représentatives du personnel. Il y a tout un tas de paramètres, d'ingrédients, de critères à agréger qui font que on va tous être en phase d'expérimentation. C'est ce qui rend le boulot à la fois extrêmement complexe, transverse, mais ça c'est pas nouveau qu'on soit sur une fonction transverse, et passionnant, j'ai envie de dire. Pour revenir à l'histoire du coût qui a été abordée, qui a été effleurée 2 fois. Alors moi à moyen terme j'ai une vision très claire, hein, plus ou moins égale 0. Mais là encore, la temporalité, je la subis. Enfin, je dis souvent qu'un bon directeur immobilier anticipe. Bon, mais même si j'anticipe, j'ai quand même des devoirs, j'ai des droits, mais j'ai des devoirs quand je suis locataire. Et j'ai des échéances locatives, j'ai des engagements locatifs qui sont pas, dont le calendrier n'est pas aligné sur les calendriers confinement, déconfinement, reconfinement. Donc, en fonction de ces engagements locatifs, en fonction de tout un tas d'autres critères, implantation des locaux, mètres carrés plus ou moins utilisés, mètres carrés plus ou moins énergivores, etc. On va effectivement recomposer le mapping à moyen terme de nos implantations. Et la tendance inéluctable
irréversible est de réduire nos surfaces. Ne me demandez pas de chiffres et ni de calendrier, je viens de vous dire pourquoi. Quant aux chiffres, voilà, entre 0 et 50%. Voilà. Mais je n'en sais pas plus. Enfin, je fais semblant de ne pas savoir, mais en fait, peu importe. D'autant plus que j'ai cité les IRP avant. Et j'ai dit aussi tout à l'heure que nos histoires de télétravail, elles ne seraient pas gratuites. Le fameux ticket bureau dont j'ai parlé, par principe, il va générer des flux financiers, plus ou moins élevés, mais il va générer des flux financiers. Et donc, je reviens à mon plus moins égal 0. Le télétravail a un coût, le télétravail hors domicile, j'entends. Petite parenthèse, le télétravail domicile, si dans quelques années, les inspecteurs du travail, je cite une autre composante de notre écosystème, se saisissent du dossier, on peut avoir des aménagements assez lourds à diligenter chez Pierre, Paul ou Jacques. Alors, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il n'y a pas d'inspecteur du travail autour de la table. Mais bon, en tout cas, le télétravail à domicile peut avoir un coût demain si on systématise des histoires de remboursement de ramettes de papier ou de consommation d'énergie, enfin de surconsommation d'énergie. Le télétravail hors home office, c'est-à-dire le fameux coworking, a un coût. Les 8 sociétés que j'ai sélectionnées n'ont pas prévu de laisser venir les gens de Danone gratuitement. Et ces coûts éventuels, enfin ces coûts avérés, doivent être contrebalancés par des économies de surface, même très très bien négociées. Le mètre carré bureau reste cher, non seulement cher à la location, mais cher aussi à chauffer, à refroidir, à nettoyer, à entretenir, etc. Donc sur l'histoire du coût, moi je suis très très serein dans le sens où je pense que à minima c'est plus ou moins égal 0 et l'idée c'est d'aller chercher des savings aussi. C'est pas le but ultime, hein. En tout cas ça n'est pas le mien. C'est peut-être celui de certains financiers autour de moi, mais ça n'est pas le mien. Mais in fine, il y aura des économies d'échelle et tous les brokers et les bailleurs institutionnels le savent et s'y préparent. C'est d'ailleurs pour ça que certains développent aujourd'hui des surfaces au sein de leur patrimoine en coworking. Et ces gens-là ont tout compris au passage, me semble-t-il. Vanessa, le micro est coupé. Vanessa, oui. Je suis en train de regarder les questions. Il y a une question, je pense, du coup, Marc-Antoine, je peux vous redonner la parole 5 minutes avant de conclure. Il y avait une question qui repose la question de l'appartenance et la question de l'ADN. Donc, ce qu'on comprend, c'est que cette nouvelle organisation, elle croise immobilier, elle croise RH, des sujets RH, et du coup, elle croise aussi des questions de culture. En fait, finalement, comment vous avez fait chez Sanofi pour recréer cet écrin de vie collective, en fait, concrètement, comment vous en êtes, quoi? Ok, on est un petit peu, je suis très aligné avec ce que David et Philippe ont dit. Je pense que c'est une évolution, hein, et je pense que toutes les contraintes auxquelles Philippe faisait référence, elles existent aussi chez nous. C'est évident qu'à terme, ça va poser ces questions-là d'adaptation du parc immobilier, mais en même temps aussi que ça soit ces tiers-lieux dans lesquels il va falloir quand même qu'on continue à créer une certaine dimension entreprise, tout en favorisant effectivement un petit peu la dispersion. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que dans le chat, je voyais des questions très pertinentes ou des réflexions. C'est évident que c'est dans les grands sièges sociaux qu'une partie des économies auxquelles Philippe faisait référence va se faire, puisque je pense que les grands sièges, en particulier où la population, en plus des habitants ou des occupants des grands sièges, sont en général, hein, je vais faire un cliché, peut-être ceux qui sont un petit peu plus personnellement capables de fonctionner en télétravail, parce qu'ils n'ont pas peut-être toutes ces contraintes auxquelles on faisait référence, de ces personnes qui ne peuvent pas, dans leur environnement personnel, gérer le télétravail. Donc je pense qu'on va aller vers des grands sièges qui seront plus des vitrines de l'entreprise, dans lesquelles les gens se remobiliseront à travers des événements, à travers autour de la culture d'entreprise, mais qui sera des lieux de passage, et de moins en moins avec des résidents. Et par contre, effectivement, ces autres points un peu plus disséminés, dans lesquels il faudra quand même garder une certaine cohésion, une certaine dynamique. Et je pense que c'est ça qui sera l'enjeu. C'est comment on arrive, d'une certaine façon, si on a cette multiplication de
de tiers-lieux ou de points, de les garder cette connexion. Et je pense que là, il y aura bien sûr les outils, il y aura une dimension aussi de connectivité entre les différents postes qui sera essentielle. Donc moi, je n'ai pas encore toutes ces réponses-là. Encore une fois, en tant que manager, j'ai déjà cette problématique, puisque moi, en plus, mes équipes, elles sont dans plusieurs pays, donc j'ai encore un enjeu au-delà même culturel de devoir finalement gérer des sièges et des pays qui sont très différents aussi au niveau culturel. Mais c'est évident que la question-là, elle est aussi très, très pertinente pour l'Île-de-France, parce que c'est là, en général, où la mutation ou l'adaptation va se faire, à mon avis, le plus profondément. Et je pense que c'est ce qui va se faire sur les prochaines années. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Voilà, pour conclure cette discussion, on en retient quand même un mot fort qui est expérimentons, restons humbles, hein, expérimentons. Finalement, c'est peut-être la meilleure solution pour faire face à toutes ces incertitudes. Et finalement, c'est ce que nous enseigne un peu cette crise, c'est que c'est un temps long où justement on apprend en marchant et justement il faut tester pour se forger nos convictions. Moi, je vois aussi un autre enjeu très fort, c'est que finalement, aujourd'hui, finalement, le bureau, c'est un gros sujet qui croise gestion du temps passé dans les espaces, dans plusieurs espaces, en composant avec finalement des profils de collaborateurs qui sont différents, donc avec ce fameux 3 tiers. Donc, c'est finalement un savant dosage qu'il va falloir conjuguer. Et la question du temps passé devient du coup aussi primordial. Chez CDB, en fait, nous croyons clairement à un bureau où il fait bon travailler et bon se retrouver. Pour nous, les clés de réussite qu'on s'engage en tout cas à prendre en compte dans les futurs aménagements des bureaux, c'est clairement de redonner du plaisir aux collaborateurs à se retrouver dans un lieu. C'est de concevoir des lieux hybrides où l'on s'approprie les espaces et on réapprend à vivre ensemble. On est très attaché à se réapprendre parce que on a un peu perdu finalement le fait de, c'est pas travailler ensemble, on le fait au quotidien par les outils digitaux, mais apprendre à vivre à côte. Et surtout, il y a un enjeu d'investir ces lieux. Donc, comment les collaborateurs s'engagent à investir les lieux pour finalement assurer aussi l'âme de ces bureaux, puisqu'à la fin, c'est quand même l'incarnation de l'identité de l'entreprise. Donc, nous sommes quand même convaincus, restons optimistes que ce bureau a de beaux jours devant lui. Nous nous engageons à vos côtés pour créer des lieux et créer du lien. En tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Un grand merci encore à David, Philippe et Marc-Antoine pour votre implication et vos regards aiguisés. Et on espère vous accueillir très vite dans nos bureaux à Paris ou à Lyon. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez être accompagné sur ces sujets. Nos équipes répondent toujours présentes. Donc, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.